Voilà, rendez-vous, je le disais, extrêmement attendu outre-Atlantique, mais aussi dans le reste du monde. Nous, en tout cas, on vous fera vivre en direct ce débat d'ABC News sur nos antennes demain soir. On connaît évidemment l'importance de ces rendez-vous. Le dernier en date, c'était entre Joe Biden et Donald Trump. Ça avait complètement changé la donne. On va en parler avec Grégory Raïco. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chef de la rubrique internationale à The Conversation France. Alors, on vient de voir ce sujet qui nous rappelle les deux styles diamétralement opposés des deux candidats. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce débat de demain soir? Est-ce qu'on sait déjà ce que ça va donner? Bonjour Elisabeth. On ne sait pas encore exactement ce que ça va donner. On sait déjà que les deux candidats, depuis le début de la campagne, ont opté pour des styles radicalement différents. C'est ce qu'explique dans un article qui vient de paraître sur The Conversation France, Elisa Schell de l'Université de Nanterre. Kamala Harris a choisi très clairement de faire campagne au centre. Ce qu'elle veut faire, c'est rassurer, c'est incarner la modération, la capacité à tendre la main à l'autre camp. Elle pense, et son équipe de campagne avec elle, pense que le réservoir de vote pour elle se situe au centre et que c'est ces gens-là qu'il faut mobiliser au niveau national et surtout, évidemment, dans les principaux États clés, dont la Pennsylvanie, où va se dérouler le débat. Son objectif à elle, donc, c'est d'être aussi présidentiable, aussi sérieuse, peut-être même un petit peu ennuyeuse, comme lors de son interview sur CNN, que possible, alors que Donald Trump, lui, il a opté pour une approche totalement opposée. Lui considère qu'il faut avant tout mobiliser l'électorat républicain, y compris celui qui est le plus à droite. Alors pour cela, il utilise des méthodes qui sont parfois assez grossières, notamment dans ses paroles, dans la façon qu'il a de qualifier Kamala Harris. Il essaye de lancer une nouvelle formule, Lying Kamala, Kamala la menteuse, comme il avait réussi à faire Sleepy Joe avec Joe Biden. Et surtout, il ne cesse de la présenter comme une communiste, comme une marxiste vraiment déterminée. Et il affirme déjà d'ailleurs que les États-Unis sont aujourd'hui déjà aux mains d'une dictature communiste et que ça sera encore pire avec Kamala, qu'il appelle camarade Kamala, au pouvoir. On a vu notamment des tweets qu'il a pu diffuser sur ses réseaux sociaux, qui sont des montages où l'on aperçoit Kamala Harris en uniforme rouge s'adressant à ce qui est supposé être la Convention nationale de Chicago sous un immense drapeau soviétique. Alors, on parle de stratégie de Donald Trump. Évidemment, il y a des cerveaux en coulisses qui réfléchissent et qui pensent chaque mot, chaque stratégie, à savoir si elle va être dure ou pas. Dans le camp de Trump, on a compris, ce sera dur. Quitte à avoir grossier, même, vous le disiez. Hein. Oui, des méthodes très grossières, en tout cas des formulations très grossières. Alors on ignore toujours avec Trump s'il y a une part d'improvisation ou s'il applique à la lettre un script qui lui a été fourni. En tout cas, on sait qu'il y a une constante dans toutes ses interventions médiatiques, dans ses meetings, dans ses interviews, dans ses tweets. C'est l'agressivité vis-à-vis de Kamala Harris, quitte parfois à travestir les propos de celle-ci, voire à travestir totalement la réalité. On l'a vu notamment le 25 juillet, quand il présente la vision qu'a Kamala Harris de la question de l'avortement. Alors une vidéo qu'on peut par exemple regarder maintenant, et qui dure une trentaine de secondes. Après Kamala is also a total radical on a word called do you know this, right? A word called what? Abortion. She's a radical, crazy person. When you compare my position on abortion to that of Kamala Harris, my position is 8 points higher in the polls, and that's because she is so radical. She wants abortions in the 8th and 9th month of pregnancy. That's fine with her, right up until birth, and even after birth, the execution of a baby, because that's not abortion, that's the execution of a baby. Voilà, vous nous le disiez, cette vidéo, elle date du 25 juillet dernier. On est quelques jours après l'annonce du remplacement de Joe Biden par Kamala Harris. Il y a un effet Kamala mania. Et Trump, donc, a décidé d'aller sur cette ligne. Oui, tout à fait. La tendance avait été très favorable à Trump au préalable. Vous l'avez mentionné, il y avait ce débat catastrophique de Joe Biden le 28 juin. Le 13 juillet, il y a eu cette tentative d'assassinat contre Donald Trump dont il a émergé renforcé avec cette image iconique où on le voit brandissant le poing, le visage ensanglanté, s'extirpant de la nuée de gardes du corps qui cherchaient à le protéger. Et à ce moment-là, on se dit vraiment que les républicains ont pratiquement partie gagnée. 2 jours plus tard, il sélectionne son colistier, J.D. Vance,
qui est un homme jeune, qui a 40 ans. Et à ce moment-là, c'est encore Joe Biden qui est le candidat du côté démocrate. Donc, on a vraiment cette force de la jeunesse, de la fougue de Vance, de la force incarnée par Trump face à un Biden très affaibli et à une Kamala Harris qui est vraiment dans son ombre à ce moment-là. Et ensuite, il y a un tournant avec le remplacement de Biden par Harris. Et c'est à ce moment-là que Donald Trump a ses propos sur l'avortement, où il la présente comme quelqu'un qui, on l'a entendu, souhaite tout simplement autoriser l'avortement jusqu'au 8e ou 9e mois de la grossesse, voire après, voire exécuter des bébés. Des propos volontairement maximalistes, mais c'est comme ça qu'il pense pouvoir mobiliser l'électorat de droite républicain. Vous parliez de J.D. Vance, le colistier de Donald Trump, ça c'est un choix mûrement réfléchi. Alors c'est sans doute un choix mûrement réfléchi, mais, et c'est un aspect que souligne Olivier Burtin dans un article paru sur The Conversation, un chercheur de l'Université de Picardie, Jules Verne, qui met en avant plusieurs faiblesses de la candidature de Donald Trump, et peut-être que le choix de J.D. Vance, finalement, aura été en tout cas un choix prématuré, parce que, je l'ai dit, il a été sélectionné au moment où Biden était encore en lice. Mais quelques jours après, Biden s'est retiré au bénéfice de Kamala Harris, qui a pris pour colistier Tim Walz. Et le ticket Harris-Walz est un ticket qui n'est pas plombé par la vieillesse comme l'était le ticket Biden-Harris. Par conséquent, déjà, l'avantage de la jeunesse que représentait J.D. Vance, il s'est un petit peu estompé. Ensuite, deuxième chose, le grand aspect de J.D. Vance, il était connu des Américains comme l'auteur de Hillbilly Elegy, un livre paru quelques années avant, sur les campagnes, sur les ruraux, où il se faisait un peu le porte-parole des rednecks américains du fin fond des campagnes. Mais Tim Walz, c'est aussi quelqu'un qui incarne complètement la ruralité. Il a grandi dans le Nebraska, il est maintenant au Minnesota, c'est un chasseur. C'est quelqu'un qui, quelque part, annihile aussi cet aspect de J.D. Vance. Et enfin, le dernier aspect qui pouvait intéresser la campagne Trump dans la personnalité de Vance, c'est sa capacité à avoir un grand attrait pour l'électorat de droite, celui pour qui les valeurs sociétales sont les plus importantes. J.D. Vance s'est converti au catholicisme en 2019, après avoir été un évangélique. Pour lui, ces questions-là sont vraiment centrales. C'est un adversaire acharné de l'avortement. Mais le problème, c'est qu'il va sans doute trop loin dans certaines de ses formules. On l'a vu notamment dans certaines interviews ou certains tweets où il a eu des formules qu'on peut maintenant considérer comme malheureuses pour le moins. Il s'en prend aux femmes seules, aux femmes divorcées, aux femmes sans enfants. Femmes sans enfants, c'est le cas de Kamala Harris. Il a notamment expliqué que, selon lui, les personnes qui avaient des enfants devaient peser électoralement davantage que celles qui n'en ont pas. Et il a parlé de vieilles filles à chat pour désigner les femmes seules et sans enfants. Tout ça, ce sont des propos qui peuvent être très très mal perçus par l'électorat féminin, aussi bien les centristes qui hésitent à aller voter ou non pour Kamala Harris, mais aussi au sein de l'électorat républicain où il y a aussi des femmes et des femmes sans enfants. Il y a 15% d'indécis encore au moment où l'on se parle, donc les Américains vont sûrement se décider au dernier moment, dans la dernière ligne droite, et les débats comme celui auquel on assistera demain sont extrêmement importants. Les Américains les regardent, évidemment, ABC News le sait. Il y a des protocoles, des règles que les deux candidats doivent accepter, et Kamala Harris a accepté la semaine dernière une règle. Elle voulait autre chose, que les micros soient coupés pendant que l'adversaire parle. Ça nous dit quoi du climat qu'on pourra attendre sur ce plateau? Oui, je pense que c'est très révélateur. Kamala Harris veut qu'il y ait des dérapages de Donald Trump. Encore une fois, elle veut incarner la responsabilité et le sérieux. Et le mieux pour représenter cela, c'est d'être face à un adversaire extrêmement agressif qui va vous couper, qui va marmonner dans sa barbe, qui aura des propos peut-être incohérents. Plus les micros de Trump seront ouverts pendant que Harris parle, plus il y a de chances pour Harris que cela se produise. Mais elle n'a pas eu gain de cause là-dessus. Le micro de Trump sera fermé pendant qu'elle parlera. On pourrait l'entendre quand même. Mais on pourra quand même l'entendre. Et de toute façon, il n'a pas besoin d'attendre que ce soit le tour d'Harris pour dire des choses extrêmement maximalistes. Et on verra le 5 novembre si c'est une stratégie qui aura payé. Un dernier mot, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a dans le ventre. On imagine, mais on ne l'a jamais vu dans ce genre d'exercice. C'est très particulier. On l'a vu dans une interview. Vous en pensez quoi ? On l'a vu quand même il y a 4 ans dans le débat des vice-présidents, donc des colistiers, pardon, qu'il a opposé à Mike Pence. Le problème, c'est qu'à l'époque, Mike Pence avait opté pour une approche très différente de celle pour laquelle optera Donald Trump demain. Parce qu'il avait été très aimable, très respectueux, il avait voulu lui aussi apparaître très sérieux. Contre Trump, ça sera une autre paire de manches, et effectivement, elle n'a jamais été confrontée, même si elle est passée par les primaires démocrates, à des adversaires qui vont vraiment lui rentrer dedans. Merci beaucoup Grégory, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. J'en profite pour vous dire qu'on lancera demain notre rendez-vous américain. Chaque semaine, on décryptera l'actualité, évidemment, de cette campagne qui s'annonce palpitante.